Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 2 octobre 2025 et notre ami Alex Kreiner est avec nous. Bienvenue, Alex. Merci pour l'invitation, Nima. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Alex, la situation au Moyen-Orient est particulièrement préoccupante, car il semble que les États-Unis déplacent beaucoup, disons, d'armes, de chasseurs et de ravitailleurs aériens vers le Moyen-Orient. Le même type de mouvement que nous avons observé avant la guerre entre l'Iran et Israël, qui a eu lieu pendant les 12 jours de guerre. Beaucoup de gens s'inquiètent de ce qui se passe au Moyen-Orient, en particulier ceux qui ont voté pour Donald Trump. Comme Tucker Carlson et, vous savez, Feu Charlie Kirk, qui était déjà très préoccupé lorsque l'on envisageait d'attaquer l'Iran. Hier, Tucker Carlson a enregistré un podcast avec Jeffrey Sachs. Mais avant que Jeffrey Sachs n'intervienne, il a mentionné quelque chose de nouveau que nous ne savions pas pendant les 12 jours de guerre entre l'Iran et Israël, ainsi que leur comportement à Washington. Voici ce qu'a dit Tucker Carlson. La guerre, telle qu'elle était avec l'Iran, les États-Unis et Israël contre l'Iran, des bombardements de tous côtés. Pendant ce court conflit, des officiers de Tsahal étaient au Pentagone. D'ailleurs, pour être clair, les officiers militaires étrangers au Pentagone ne sont pas les seuls. Il y a aussi des officiers de l'OTAN, d'autres pays, des Britanniques par exemple, mais il y a également un certain nombre d'officiers de l'armée israélienne. Et cette semaine-là, demandez à n'importe qui travaillant au Pentagone, ils ont exaspéré le personnel américain du Pentagone en s'invitant dans des réunions, en donnant des ordres, en formulant des exigences. Et personne n'a rien fait. Comment un officier militaire étranger peut-il s'introduire dans le quartier général militaire, même s'il est invité, débarquer dans une réunion et commencer à exiger « Nous voulons ceci, nous voulons cela, il faut vous en occuper ». Plus on tolère ce genre de comportement profondément malsain, plus il va se répéter. Et c'est exactement ce qui s'est passé. À cause de la faiblesse de nos dirigeants, nous avons incité des prédateurs dans un pays étranger à profiter de nous. Oh, c'est tellement anti-israélien. Ce n'est pas du tout anti-israélien. C'est une exigence envers les personnes dont c'est le travail, dont c'est le devoir sacré de nous défendre et de nous représenter, nos dirigeants, tant au Pentagone qu'au sein du gouvernement américain, qu'ils fassent leur travail, qu'ils se lèvent et nous défendent contre toutes les menaces potentielles, contre tous les pays étrangers, dans la mesure où cela est nécessaire, et qu'ils ne se prosternent pas devant une nation étrangère. C'est juste la base. Pourquoi avoir un gouvernement, surtout un gouvernement fort, s'il prend ses ordres d'un autre gouvernement plus faible? Et c'est la situation actuelle, et cela dure depuis très longtemps, et ils ne font même plus semblant. Ils ne font même plus semblant. Quel est ton avis sur ce qui se passe au Moyen-Orient? Penses-tu qu'il y aura une seconde guerre entre l'Iran et Israël? Si cela arrive, je crois que les États-Unis participeraient dès le tout début. Je ne vois pas comment Trump pourrait éviter de participer à cette guerre si Israël la déclenche. Et il semble bien qu'Israël va la lancer. Ce n'est qu'une question de temps. Et cela devrait arriver assez bientôt. Je pense que ce serait extrêmement dangereux pour les États-Unis de s'engager là-dedans. Et je pense que le simple fait qu'on en parle autant aujourd'hui, qu'on évoque autant le rôle d'Israël aux États-Unis, surtout de la part de personnes comme Tucker Carlson et Candace Owens, et d'autres, qui ne font pas partie de l'administration, mais qui sont des alliés de Donald Trump et de son gouvernement, me montre qu'il existe un grand ressentiment envers l'influence israélienne dans la politique étrangère américaine.
Et je pense que cela fait partie de toutes ces révélations qui ont suivi l'assassinat de Charlie Kirk pour les États-Unis, pour que le peuple américain prenne conscience des façons dont le gouvernement américain et l'armée américaine sont manipulés par des forces étrangères pour servir leurs intérêts, pour mener leur guerre. Et au final, je pense que si la guerre peut être évitée, c'est en quelque sorte une préparation pour transférer la responsabilité de l'administration Trump vers les Israéliens. Je n'ai pas de meilleure explication à cela, car il me semble que si les États-Unis s'engageaient pleinement dans une guerre plus large au Moyen-Orient du côté israélien, ils n'en retireraient rien d'autre qu'une défaite humiliante. Parce que nous savons que les Iraniens ont le pouvoir de détruire toutes les bases militaires américaines au Moyen-Orient. Ils peuvent probablement couler certains, voire tous, les navires américains dans la région, tout ce qui est à leur portée. Nous savons aussi que l'Iran est probablement encore plus puissant aujourd'hui qu'il ne l'était l'été dernier pendant la guerre de 12 jours, car ils ont déjà reçu de nouveaux armements et de nouveaux équipements de la Chine et de la Russie. Nous avons vu des voix s'élever, notamment au Pakistan et en Égypte, ainsi qu'en Turquie, pour dire « bon, ça suffit maintenant ». Ils sont même prêts à déployer des troupes sur le terrain et à intervenir en Israël pour arrêter le génocide du peuple palestinien. Donc, vous savez, déclencher ce type de guerre est tout simplement suicidaire pour Israël. Ce sera extrêmement difficile pour les États-Unis s'ils ne parviennent pas à se sortir de cette situation. Et je pense qu'à ce moment-là, l'administration Trump devra désigner un coupable. Et je pense qu'il prépare Israël à endosser ce rôle. À juste titre. Mais je n'ai pas de meilleure explication, car toute cette affaire, je comprends d'où vient Israël. Je comprends pourquoi ils voudraient attaquer Israël, Iran. Je comprends pourquoi les Britanniques soutiennent Israël dans toutes ces entreprises depuis l'ombre. Vous savez, personne ne parle du rôle des Britanniques, mais ils sont extrêmement actifs. Et je dirais même qu'ils sont peut-être les instigateurs de tous ces conflits au Moyen-Orient. Mais pour les États-Unis, c'est presque un suicide politique pour Trump, dont le principal champ de bataille en ce moment est la scène politique intérieure, dans l'optique de remporter les élections de mi-mandat l'année prochaine. Une défaite au Moyen-Orient pourrait être l'un de ces moments irréversibles qui enterrerait son administration. Mais en même temps, il doit composer avec le Congrès américain, qui est possédé et contrôlé par Benjamin Netanyahou. Il y a un segment très important de son électorat qui est composé de sionistes israéliens, je veux dire de sionistes juifs, et d'évangéliques chrétiens, qui représentent une force très importante et engagée parmi les électeurs américains. Et ce sont ces forces qui pratiquement forcent la main de Trump. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle nous avons assisté à cette réunion sans précédent de tous les généraux et amiraux de l'armée américaine, où, vous savez, c'était un événement vraiment étrange. Mais le thème qui semble sous-tendre tout cela, comme l'a dit Pete Hegseth, c'est « Eh bien, si ce que vous entendez ne vous plaît pas, alors vous devriez démissionner », ce qui est une chose très abrupte à dire à vos hauts gradés militaires. Et puis Trump, en route, a simplement lancé une remarque désinvolte. Si quelqu'un là-bas ne me plaît pas, je vais simplement le renvoyer sur le champ. Ce ne sont pas exactement ces mots, mais c'est très proche. Trump a toujours été extrêmement attentif à soutenir l'armée américaine, à entretenir de bonnes relations avec elle. Donc, le fait qu'il adopte cette position de confrontation me laisse penser qu'il envisage peut-être des purges, qu'il pourrait devoir mener une purge à grande échelle parmi les hauts gradés militaires pour s'assurer qu'ils ne se retournent pas contre lui. Et ce n'est pas sans précédent non plus.
And this is not unprecedented either. During the Civil War in 1660s. Pendant la guerre de sécession, dans les années 1860, Abraham Lincoln a été contraint. Enfin, il a purgé la classe militaire et politique américaine en emprisonnant entre 14 000 et 38 000 personnes. Car, au beau milieu de la guerre civile, son gouvernement était également infiltré par des intérêts britanniques, sudistes, français et ainsi de suite. Et pour protéger sa présidence, il a dû tous les éliminer. Je me demande donc, à voix haute, si cet événement très étrange qui vient d'avoir lieu, avec le rassemblement de tous les généraux et amiraux de l'armée américaine, n'était pas l'annonce du début de quelque chose de similaire. Alex, en observant le comportement des États-Unis, tu as mentionné le rôle du gouvernement britannique, des services de renseignement britanniques et de l'élite britannique aux États-Unis. Mais comment évalues-tu les États-Unis en tant qu'empire? Penses-tu qu'ils perdent le contact avec la réalité de ce qui se passe au Moyen-Orient? Parce qu'après tout, c'est Donald Trump qui doit décider si les États-Unis vont faire la guerre au Moyen-Orient ou non. Alors, que se passe-t-il avec lui et son administration? Parce que ce type est totalement différent. Il est totalement différent de ce qu'on a vu avant l'élection. Oui, tu as raison. Et je ne peux pas dire, je ne sais pas vraiment. Tu sais, quand Trump, pendant sa campagne électorale, même Trump lors de son premier mandat, était vraiment un partisan de l'America First, voulant vraiment désengager les États-Unis de leurs engagements impériaux à travers le monde, voulant retirer les troupes américaines de Syrie, d'Afghanistan, voire d'Allemagne. Et il a commencé comme ça, mais il semble que quelque chose dans sa rhétorique a changé depuis sa visite d'État au Royaume-Uni. Alors la question est, a-t-il changé d'avis? Est-ce que quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, a réussi à le convaincre de changer d'avis et de revenir dans le camp des mondialistes? Ou bien assistons-nous à une sorte de grande tromperie, où il va les attirer non pas pour les servir, mais pour les décapiter, politiquement parlant? Il est très difficile de le dire. Nous observons des processus politiques qui dépassent notre échelle temporelle. Vous savez, le cycle narratif passe d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, et ainsi de suite. Et nous pouvons voir les événements, vous savez, la guerre en Ukraine commence, elle se poursuit, elle approche de sa fin. Mais nous assistons à quelque chose comme la chute de l'Empire occidental, qui, si on la compare à la chute de l'Empire romain, s'est étalée sur plus de 200 ans. Eh bien, même avant que l'Empire romain ne commence à décliner, il avait un rival en Méditerranée qui était Carthage. Et les Romains étaient à peu près aussi obsédés par la destruction de Carthage que l'Empire occidental aujourd'hui l'est par la destruction de la Russie. Il leur a fallu 100 ans pour détruire Carthage. Il y a eu 3 guerres puniques, et après chaque guerre, ils devaient préparer le terrain pour la suivante. Cela ne s'est pas fait d'un seul coup. Ils n'ont finalement détruit Carthage qu'à la 3e guerre punique. Et aujourd'hui, vous savez, je fais attention à appeler cela l'Empire occidental, car aucune nation n'est un monolithe, et les États-Unis non plus. Donc je ne suis pas vraiment à l'aise avec l'expression « empire américain », parce que je pense que le siège et les racines de l'empire remontent toujours à la City de Londres. Et la ville de Londres a réussi à coopter et à infiltrer les États-Unis au cours des 100 dernières années, mais surtout dans l'après-guerre. Ils ont pu utiliser les États-Unis, leur puissance militaire, leur puissance économique, leurs finances, leur prestige politique et leur influence diplomatique à travers le monde pour servir les intérêts de cet empire occidental. Mais ils ont rencontré de l'opposition,
Et ils en rencontrent parce qu'il y a beaucoup de personnes aux États-Unis, des gens proches des centres de pouvoir, au Pentagone, dans l'armée américaine et dans la classe politique américaine, qui sont très opposés à cet empire et qui cherchent depuis longtemps des moyens de sortir les États-Unis de cette logique pour les ramener à leurs racines républicaines. Les États-Unis sont devenus une nation en réaction à cela, en rejetant l'Empire britannique. Donc, ces forces sont toujours présentes. Elles existent, elles sont viables, mais la lutte intérieure ne sera pas facile. Et il faudra probablement, premièrement, que Donald Trump consolide complètement son pouvoir dans le pays. Ce qui signifie que nous n'aurons sans doute pas une vision complète de l'homme avant la fin des élections de mi-mandat. Ensuite, je pense qu'il devra adopter une posture autoritaire, car toutes ces structures de gouvernance dites démocratiques aux États-Unis, y compris le système judiciaire, ont toutes été manipulées pour que les États-Unis restent cooptés et infiltrés, et pour s'assurer qu'ils ne s'écartent jamais des agendas impérialistes. Donc c'est très très difficile à dire. Et je pense que nous n'en aurons probablement la certitude qu'à la fin de son mandat, vraiment. Vous savez, ce groupe de personnes que vous avez mentionné aux États-Unis et au Royaume-Uni, je ne crois pas qu'ils se sentent américains ou britanniques. Ils sont en quelque sorte au-delà de cela. Ils sont entièrement tournés vers l'hégémonie occidentale. Ils ne se sentent pas américains ou britanniques. Quelque chose de plus profond les relie. Et je me demande comment vous intégrez le facteur israélien dans ce calcul, ce que représente Israël pour eux. Eh bien, Israël a été créé par l'Empire britannique, et les racines de la création d'Israël, le grand projet sioniste, remontent au moins aux années 1870, aux années 1870 du 19e siècle. Il a fallu beaucoup de temps pour préparer le terrain afin qu'il puisse réaliser cela. Nous disposons d'informations provenant des déclarations de la table ronde d'Alfred Milner, selon lesquelles, si la Grande-Bretagne voulait rester un empire maritime, elle devait semer la Méditerranée orientale avec ce qu'ils appelaient un stock particulièrement patriotique. Ils ont donc commencé à coloniser la Palestine avec des Juifs sionistes. Nous savons qu'après l'effondrement de l'Empire ottoman, qui comprenait la Palestine, les Britanniques ont pris le mandat sur la Palestine. Et c'est à partir de là que commence le projet sioniste. Ensuite, vous savez, le tournant décisif survient après le partage Sykes-Picot en 1916. En 1917, il y a la déclaration Balfour, où le ministre des Affaires étrangères, Arthur Balfour, a essentiellement écrit une lettre, juste une lettre, à Walter Rothschild, disant « Oh, nous allons en gros établir un foyer national pour le peuple juif ici. » Puis, après la Seconde Guerre mondiale, en 1948, l'État d'Israël est créé. Tout cela était un projet britannique, le projet de l'Empire britannique, et la Grande-Bretagne reste très profondément impliquée en Israël. On le voit parce que même si la Grande-Bretagne et son establishment de politique étrangère restent strictement dans l'ombre, ils essaient de ne pas être exposés. Ils essaient de dissimuler leur rôle. Mais nous voyons que les Britanniques forment activement du personnel militaire israélien, qui retourne ensuite diriger des opérations à Gaza. Nous constatons que les Britanniques sont très actifs, effectuant presque quotidiennement des vols de reconnaissance au-dessus de Gaza, pour fournir à l'armée israélienne des données de ciblage en temps réel. Ils se sont fait prendre et ont justifié cela en disant « Oui, nous le faisons parce que nous voulons aider à sauver les otages. » Ni le gouvernement britannique, ni le gouvernement israélien ne se soucient le moins du monde des otages. Le but est de dépeupler la bande de Gaza et de la prendre. Du point de vue de l'Empire occidental, Israël est avant tout leur porte-avions insubmersible dans la région.
primarily their unsinkable aircraft carrier in the region. And Et les Juifs israéliens servent principalement de chair à canon pour mener leur guerre au Liban, à Gaza, contre les Iraniens, contre tous ceux que l'Empire a besoin d'éliminer là-bas. Donc ce n'est pas vraiment une patrie pour les Juifs dans sa conception. C'est plutôt une utilisation cynique du peuple juif pour servir les intérêts de l'Empire. Et le besoin, c'est de maintenir leur hégémonie au Moyen-Orient. Parce que d'abord, c'est une région très riche en ressources. Et ensuite, c'est un carrefour de routes commerciales très importantes, de l'Afrique et du Sud global vers l'Europe du Nord, et aussi de l'Extrême-Orient vers la Méditerranée. Donc Israël est important pour l'Empire occidental. Le peuple juif n'est pas plus important pour l'Empire occidental que le peuple américain, le peuple britannique ou n'importe qui d'autre. Il s'agit purement d'hégémonie. Alex, je crois vraiment qu'en Iran, il existe une communauté juive très importante, immense à mon avis. Une culture juive qui existe depuis des milliers d'années à l'intérieur des frontières de ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'Iran. Ce n'est pas seulement l'Iran. En Irak aussi, on trouve des juifs et des chrétiens qui y vivent depuis de nombreuses années. Et on ne voit pas ce genre de problème surgir entre eux. Mais Israël est en train de redéfinir, de remodeler toute la situation. Vous savez, il parle de, disons-le ainsi. Quand je vois des gens sortir et dire « ce sont des juifs qui font ça », ce sont des juifs. Ce n'est pas une question de religion, Alex. D'une certaine manière, ils essayent d'entraîner les gens dans ce genre de discours. Ce n'est pas une question de religion. Il se passe quelque chose de plus profond dans le cas d'Israël. Et Netanyahou, regarde le comportement de Netanyahou, il dit que c'est le seul État pour le peuple juif. Comment peut-on faire du seul État pour le peuple juif un endroit où les Juifs ne sont pas en sécurité? Tu vois? Alors, qu'est-ce que ça veut encore dire? Oui, c'est tout à fait exact. Et j'ai effectivement souligné dans certains de mes articles que les Juifs vivent en paix en Iran depuis l'époque de la captivité babylonienne, qu'ils y forment la deuxième plus grande communauté du Moyen-Orient, après Israël seulement. Et on les laisse tranquilles. Et vous savez, nous avons eu d'autres exemples au cours de l'histoire où les Juifs vivaient en paix. Il y a eu le royaume de Cordoue, qui était sous domination musulmane. Et les Juifs se souviennent encore aujourd'hui de cette période, qui a duré environ 800 ans, la convivencia, ce qui signifie vivre ensemble. Ils pouvaient vivre avec leurs frères et sœurs musulmans et chrétiens, et participer à la société en tant que membres égaux et légitimes. Je pense que le fait que nous ayons cet horrible affrontement entre juifs et musulmans et entre juifs et chrétiens au Moyen-Orient est principalement le résultat de politiques impérialistes qui cherchent délibérément à monter ces communautés les unes contre les autres. Parce que c'est la vieille recette, diviser pour mieux régner. On pousse donc les gens à se battre entre eux pendant qu'on pille leurs ressources et qu'on extrait leurs richesses vers le centre, vers Londres, Paris et d'autres centres. Et cela est fait délibérément. Ces divisions et ces haines sont attisées de façon intentionnelle. Et, vous savez, en plus, il y a une chose que j'aime souligner auprès des personnes qui contestent parfois mes propos. Je leur rappelle que, vous savez, le peuple juif a connu une histoire tragique. Mais presque sans exception, c'était aux mains des chrétiens, pas des musulmans. Il s'agit donc clairement d'une forme de distorsion introduite par cet empire occidental, qui est encore une fois une réincarnation de l'empire britannique. Ensuite, je voudrais souligner un autre fait que les gens doivent garder à l'esprit. Les empires ne sont jamais des projets nationaux. Nous avons eu l'empire espagnol, l'empire français,
les empires portugais, néerlandais, vénitiens et britanniques. Et aujourd'hui, beaucoup diront que nous vivons à l'époque de l'Empire américain. Mais il ne s'agit jamais vraiment du peuple britannique ou espagnol, ni même de leur gouvernement. C'est toujours un réseau très restreint et soudé d'intérêts particuliers qui, tel un parasite, s'infiltre dans les structures de gouvernance d'une nation hôte. Ainsi, si cette nation hôte est les États-Unis, alors vous avez l'Empire américain. Si c'est la Grande-Bretagne, alors vous avez l'Empire britannique, l'Espagne, l'Empire espagnol, et ainsi de suite. Mais ce n'est jamais le résultat des aspirations de ces peuples. Ce n'est pas que le peuple espagnol voulait créer un empire. Ce sont toujours les oligarchies prêteuses d'argent qui commencent à répandre des colonies afin de transformer les peuples d'autres nations en leurs forces de travail, en leurs esclaves, et de convertir la richesse de leurs ressources naturelles en garantie. Parce qu'ensuite, sur la base de ces garanties, ils peuvent accorder des prêts à leurs clients. Et ces prêts sont des actifs rentables dans leur bilan. Ils se moquent bien que des gens se battent, meurent, qu'un génocide soit commis, que des populations soient régulièrement frappées par la famine. Cela leur est totalement indifférent. Tout ce qui les intéresse, c'est que leurs institutions bancaires contrôlent la richesse de ces nations et qu'ils puissent faire travailler les populations de ces pays afin d'extraire ces ressources et de les expédier vers l'Occident, les transformant en flux financiers à travers leurs institutions de commerce et de banque. Alex, nous parlons de Tucker Carlson, Candace Owens et de ces personnes qui ne sont pas satisfaites de la situation concernant Israël, de ce qui se passe entre les États-Unis et Israël. Le principal problème, c'est la capacité d'Israël à manipuler et à influencer les États-Unis et ses politiciens d'une manière dont personne d'autre n'est capable. Parce que si l'on regarde la Russie, l'Iran, la Chine, on ne voit jamais ces dirigeants parler des politiques intérieures des États-Unis, de l'opinion publique et de la façon dont on peut remodeler ou gérer l'opinion publique américaine. Mais Benjamin Netanyahu est sorti il y a seulement 2 jours et a déclaré que, vous savez, il n'y a pas seulement la gauche woke, il y a aussi la droite woke, et que ce sont des nazis à droite. Il parle littéralement de Tucker Carlson, Candace Owens et de ces personnes-là. Et je mentionnerai aussi Charlie Kirk, feu Charlie Kirk. Et vous savez, comment cela peut-il être acceptable pour les États-Unis? Qu'une personne venant d'un pays étranger, un petit pays de 8 millions d'habitants au Moyen-Orient, vienne essayer de manipuler, d'acheter des influenceurs. Je ne sais pas si vous avez vu ce document de Wikileaks. Il montre qu'ils payent des influenceurs aux États-Unis $7,000 par publication. Et les fonds proviennent directement de l'administration Netanyahou. Ils donnent cet argent directement d'Israël à des influenceurs aux États-Unis. Comment est-ce possible? Je pense que c'est un mystère qui mérite d'être examiné, vous savez, parce qu'Israël est un petit pays. Son économie a été détruite. Son armée dépend à 100%, enfin presque à 100% du soutien occidental, principalement des États-Unis, mais aussi du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne et de quelques autres nations. Et le récit habituel, c'est que, le peuple juif est très riche, donc il peut payer pour tout cela. Eh bien, il y a beaucoup d'Arabes riches, il y a beaucoup de Russes riches, et il y a beaucoup d'Indiens riches. Alors, comment se fait-il qu'Israël ait ce statut vraiment particulier et cette efficacité particulière pour manipuler non seulement le système politique américain, mais aussi en Europe et au Royaume-Uni? Et je pense que l'ensemble du projet sioniste reste encore inextricablement lié à l'Empire britannique,
et qu'il s'agit probablement de l'un de leurs atouts géopolitiques les plus importants. Donc, à mon avis, cette relation est très symbiotique et le soutien est mutuel. Je trouve aussi que la puissance et l'efficacité de la politique étrangère britannique restent un mystère pour moi, parce que, vous savez, autrefois, ils avaient une armée puissante et un certain statut et une réputation dans le monde entier. Mais tout cela s'est en grande partie effondré. Aujourd'hui, on a une nation insulaire avec une armée et une marine presque inexistantes, une économie en ruine et des finances catastrophiques. Et pourtant, ils continuent à s'agiter partout dans le monde et à s'impliquer dans pratiquement tous les foyers de crise à travers le globe. Comment est-ce possible? Et ma seule réponse, c'est qu'ils contrôlent le marché de l'euro-dollar, c'est-à-dire les dollars américains qui circulent en dehors des États-Unis et qui sont en grande partie concentrés à Londres et dans la toile d'araignée de centres offshore de Londres, comme les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans et bien d'autres. Je pense donc que c'est la source de leur pouvoir financier. Ensuite, ils utilisent ce pouvoir financier, comme vous l'avez mentionné, en donnant de l'argent à des personnes pour perpétuer leur récit. Ils interviennent dans pays après pays avec des ONG, différentes organisations caritatives, la diplomatie secrète et aussi des forces spéciales limitées. Ils font cela aussi avec des institutions comme le British Council. Ils commencent à préparer le terrain des années avant que quelque chose ne devienne perceptible pour les médias, avant que cela n'entre dans le récit. Par exemple, la préparation d'Al-Jolani, Ahmed al-Shara, peu importe son nom, se poursuit pratiquement depuis la guerre en Irak en 2003. Ils l'ont préparé pour le rôle qu'il occupe aujourd'hui, ainsi que ses ministres des Affaires étrangères et d'autres membres de son gouvernement. Et maintenant, nous savons qu'à Damas, pratiquement tous les hôtels 4 étoiles sont remplis de Britanniques. En Turquie, près des maisons où il faisait éclore ses forces du HTS, c'est la même histoire. Ils étaient également gérés et contrôlés par le MI6 britannique et d'autres organisations. Nous savons par exemple que Damas et Gaziantep en Turquie sont aussi des centres du MI6, remplis d'agents britanniques. Et on les retrouve aussi dans d'autres points chauds désignés, comme Sarajevo en Bosnie-Herzégovine, Kiev et un peu partout. Je ne peux expliquer cela que par le fait qu'ils contrôlent encore quelque chose comme 10 000 milliards de dollars d'euro-dollars. Et ce n'est pas le gouvernement des États-Unis, ce n'est pas la Réserve fédérale qui contrôle cela. C'est la City de Londres qui en a le contrôle. Je pense que c'est la source de leur pouvoir. Ensuite, ils utilisent ce pouvoir pour coopter des armées par procuration afin de mener leur guerre. Il me semble que les plus importantes de ces armées par procuration, qui sont disséminées à travers le monde, sont précisément ces forces djihadistes, comme HTS, Al-Qaïda, Al-Nusra, et ainsi de suite. Avec le soi-disant plan de paix de Trump, on voit Tony Blair, le nom de Tony Blair apparaît, et c'est lui qui va. Vous savez, tout revient à ça. Je pense que ce que vous avez dit est logique, parce que quelle est la raison de la présence de Tony Blair dans les négociations? Cet homme est le symbole de la mort et de la destruction dans la région. Allez-y. Oui, c'est exact. Tony Blair est et a été impliqué partout et dans tout. Il est très étroitement lié à Larry Ellison d'Oracle. Larry Ellison a donné au moins 257 millions de livres à l'Institut Tony Blair pour le changement global. Cela lui a permis de constituer une équipe de 800 personnes présentes dans 45 pays différents à travers le monde. Tony Blair fait la promotion des identités numériques qui viennent d'être annoncées au Royaume-Uni, mais qui seront probablement copiées dans l'ensemble de ces 45 pays où l'Institut Tony Blair est actif.
Ensuite, l'homme qui a emballé le HTS et le nouveau gouvernement à Damas pour les rendre acceptables auprès des publics occidentaux, c'est Jonathan Powell, qui était le chef de cabinet de Tony Blair lorsque ce dernier était Premier ministre. Et maintenant, Jonathan Powell est le principal conseiller en sécurité de Keir Starmer. Plus nous en apprenons, plus nous réalisons que toutes ces différentes tentacules que nous remarquons à travers le monde, qui sèment le trouble partout, semblent toutes appartenir au même monstre. Et Tony Blair apparaît dans presque chaque histoire. D'ailleurs, avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, Tony Blair était très actif en Ukraine. Il s'y rendait au moins une fois par an depuis le coup d'État jusqu'à la guerre. Il a donc joué un rôle très important là-bas, avant que la guerre n'éclate. Et puis, il y a eu de nombreux indices montrant qu'en réalité, le rôle britannique dans le coup d'État et, vous savez, le rôle américain dans le coup d'État, ses conséquences et le déclenchement de la guerre en 2022 a été très visible. Tout le monde le sait et tout le monde en parle. Mais le rôle britannique a été dissimulé. Pourtant, si l'on regarde de près les événements et leurs acteurs, je parierais que le rôle britannique a été plus important. Par exemple, il y a eu la fameuse offensive du printemps 2022. Et puis cela s'est transformé en offensive d'été parce que les Ukrainiens ne voulaient pas vraiment mener cette contre-offensive puisqu'ils savaient qu'ils n'étaient pas prêts. Ils ne pensaient pas être prêts. Et puis, lorsque la contre-offensive a finalement été lancée, il y a eu une certaine frustration parce que les troupes ukrainiennes et leurs commandants voulaient limiter leur champ d'action géographique. Ils voulaient sécuriser les territoires qu'ils avaient repris, tandis que leur soutien étranger voulait qu'ils aillent le plus loin possible. Il y avait un Américain, j'ai oublié son nom maintenant, mais l'un des commandants américains en Allemagne qui était très frustré et avait des disputes constantes avec les commandants ukrainiens sur le terrain. Il disait « Je n'arrive pas à les faire aller plus loin, ils ne suivent pas nos ordres ». Puis il a eu cette conversation avec le ministre britannique de la Défense de l'époque Wallace, pas William, comment il s'appelle déjà. Ben Wallace. Oui, Ben Wallace. Voilà. Et donc Ben Wallace lui a alors demandé, eh bien, si c'était votre subordonné direct, si vous étiez son commandant, que feriez-vous? Et le commandant américain a dit, eh bien, je le renverrai sur le champ. Et puis Ben Wallace a dit, d'accord, je m'en occupe. Et ensuite, ce commandant en Ukraine a effectivement été limogé. Ce qui suggère que c'est Ben Wallace qui avait cette influence, et non le commandant américain responsable des opérations. Donc vous voyez, on voit les Américains partout. Ils ne cachent pas leur jeu. Ils agissent à découvert. Ils amènent leurs groupes de porte-avions. Ils lancent leurs Tomahawks et leurs missiles. Et ils envoient leurs avions avec leurs grosses bombes. Et tout le monde le voit. Le monde entier le voit. Mais pour comprendre le rôle des Britanniques, il faut vraiment creuser et trouver des enquêtes à ce sujet. Mais il s'avère toujours que la véritable planification, la stratégie et le travail de fond sont élaborés par les Britanniques. Les Américains n'interviennent que lorsqu'il s'agit d'appliquer la force brute. Alex, juste pour conclure cette session, quand on regarde la rencontre entre le général Petraeus et Al-Jolani al-Sharaï, il a dit « Votre succès est notre succès ». Alors qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que d'une certaine manière, vous pouvez faciliter ou soutenir, apporter une forme d'équilibre au Moyen-Orient qui profiterait à Israël sur le long terme. Ou, pour le dire autrement, que se passe-t-il en Syrie? Ils tuent des chrétiens, des alaouites, tous ces chiites, sunnites, toutes ces personnes. Mais si l'on regarde le résultat,
Ils sont littéralement en train de détruire la communauté chrétienne dans ces pays. La même chose qu'Israël fait à Gaza. Vous savez, ce n'est pas seulement une question de paix. Ils ne veulent pas la paix. Ils veulent faire la guerre. Les Israéliens en parlaient. Ils disaient qu'ils préféraient avoir Al-Qaïda à leurs frontières plutôt que Bachar el-Assad. Vous voyez, c'est tout le concept, Alex. Manipuler les pays pour qu'ils soient comme ils souhaitent. Ils veulent donner l'image que ce sont des Arabes, des musulmans, qu'ils sont contre nous, et qu'il n'y a ni chrétiens ni juifs dans ces communautés. Ils détruisent tout cela. La structure est en train d'être redéfinie. Je pense que le seul test, le seul critère décisif pour eux, c'est soit vous êtes un esclave consentant de l'Empire, soit vous êtes un contremaître volontaire, l'un de leurs sbires qui fait respecter le système impérial de gouvernance, soit vous êtes contre l'Empire. Et alors, toute personne qui résiste au diktat de l'Empire doit être éliminée. C'est la logique de l'Empire, pas seulement l'Empire britannique, pas seulement l'Empire américain ou les empires précédents. Cela remonte à Rome, et il y a cette célèbre citation de Tacite, qui n'était d'ailleurs pas la sienne. Il citait l'un des rois barbares après qu'il ait été éliminé et traduit en justice. Le roi a dit, sur un ton accusateur, « Vous faites un désert et vous appelez cela la paix. » Et c'est ce que Rome faisait. Il faisait simplement, partout où un royaume ou une puissance politique osait résister aux Romains, ils amenaient leurs armées et détruisaient tout, massacrant tout le monde sans distinction. Et c'est ce que les Espagnols ont fait en Amérique du Sud et en Amérique centrale. C'est ce que les Belges ont fait au Congo. C'est la logique de l'Empire. Il faut dominer et il faut éliminer toute résistance. Les gens ont donc le choix. Travailler pour nous, devenir nos esclaves ou être éliminés. Et cela perdure jusqu'à aujourd'hui. Regardez la Libye. Kadhafi voulait un pays souverain et une politique indépendante. Ils l'ont éliminé et détruit son pays. Regardez le Congo. Regardez l'Angola. C'est ce qu'ils font systématiquement. Et c'est ce qu'ils veulent faire à l'Iran également. Merci beaucoup, Alex. Speechless Desires. Merci de m'avoir invité. Bonjour à votre public et à la prochaine Nima. À bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.